Le papier humide bruissait dans le silence de la cuisine, comme si la maison elle-même refusait d'accepter les paroles étrangères. L'encre s'était étalée en taches, car le feu était éteint depuis longtemps et l'air était humide. Les signatures tremblaient, non pas à cause du froid, mais parce que de l'autre côté de la table, quelqu'un tenait déjà les clés et l'addition du dîner. Au-dessus du bord noir de l'encrier se trouvait un seau fin, retiré de la porte du coffre contenant la dot. On l'appliquait sur la feuille, comme si l'on essayait de fondre la cire dans la loi. Sur l'étagère, il y avait un flacon de vinaigre avec lequel la maîtresse de maison essuyait habituellement la table, à côté, une bougie à 2 mèches, dans un coin, un bac à lessive en bois qui sentait la lessive. Derrière les fenêtres, la ville s'animait comme d'habitude avec son marché quotidien. Et cela ne faisait que renforcer la réalité dans laquelle le mariage était soudain devenu une affaire de sens pratique administratif et le corps un élément d'une liste. Le narrateur, d'une voix masculine, salue les auditeurs et leur rappelle qu'il est heureux que chacun ait écouté cette analyse. Il leur demande d'écrire dans les commentaires d'où ils regardent, de quelle ville, de quel pays, et leur souhaite une bonne écoute, car l'histoire qui va suivre va briser les mythes sur le pouvoir familial à coups de documents. Et ces documents seront lus comme on les lisait chez les notaires et les greffiers, dont les livres sentaient la cire, le cuir séché des reliures et la peur de perdre la face devant la communauté. La ville dont il sera question vivait selon le droit de Magdebourg. Son marché s'étendait de la mairie à la cour dominicaine, et à la périphérie, les abattoirs se déversaient dans le fossé, rappelant que le sang en ce lieu n'était pas une métaphore, mais un métier. Sur le trône de la couronne, sous l'autorité de laquelle se trouvait le magistrat, siégeait un souverain connu de ses contemporains sous le nom de Sigismond Ier, et son bureau était loin, mais chaque district avait ses propres statuts que les greffiers de la mairie connaissaient par cœur. Les affaires matrimoniales étaient traitées ici entre le banc des marchands de la ville et la maison paroissiale, où étaient enregistrées les promesses, les serments et les dots. Les registres des amendes énuméraient soigneusement les sanctions pour les scandales bruyants, les insultes, les voies de fait, les violations du silence pendant la prière du soir. À côté, figuraient les estimations de la valeur des meubles, des toiles, des céréales, des porcs. Parmi tout cela, il n'y avait pas ce que le mari avait essayé d'apporter au bureau du notaire, une feuille intitulée « Procuration totale pour les décisions familiales », y compris ce que les scribes appelaient les affaires du lit conjugal, mais qui n'étaient officiellement désignées nulle part comme objet d'aliénation. Le motif était une scène courante dans les faubourgs artisanaux. La famille d'un tanneur, qui vivait près du pont sur le ruisseau où l'on tannait les peaux, se disputait au sujet des dépenses, des dettes et de la question de savoir qui devait décider quand et comment la maîtresse de maison devait céder aux exigences que les maisons voisines appelaient un devoir et que les recueils canoniques appelaient un accord mutuel. Le mari estimait qu'il était logique de consigner par écrit le principe de l'autorité unique. S'il était responsable de l'atelier et des paiements à la corporation, s'il payait les taxes municipales et entretenait la maison, alors le droit de prendre des décisions concernant la vie de son épouse devait, selon lui, être unique. Il apporta au notaire une feuille rédigée par un scribe local indépendant et demanda à ce qu'elle soit certifiée en y apposant un cachet. La feuille portait la signature de sa femme, apposée à la maison et non au bureau, ainsi que les traces du cachet de la dot. Le notaire remarqua cela, ainsi que la pression oblique du stylo, et demanda des explications. Le mari répondit que le document était destiné à assurer la tranquillité et l'ordre, car c'était la coutume dans sa famille. L'enquête a commencé, non pas par des émotions, mais par une vérification des formulaires. Le notaire municipal conservait sur une étagère des recueils contenant des modèles de contrats de mariage. On y trouvait des notes sur la dot, la part de la veuve, les testaments,
le transfert de biens mobiliers en gage, l'attribution d'une partie de la boutique au fils, le droit de la femme à la clé du coffre, la manière de calculer le tissu et l'argent lors du partage si la famille s'endette. Dans ces modèles, recopiés d'après d'anciennes traductions des décrets et des livres de droit coutumier de la ville, il n'y avait aucune clause où le consentement à la proximité ou le refus de celle-ci serait transmis comme une chose, comme un droit permanent en faveur d'une seule personne. Le scribe a souligné que les contrats concernaient les biens, les dettes, le travail, mais pas le corps. Et si les mariages étaient reconnus par consentement mutuel, le consentement ne se transformait pas en servitude pouvant être cédé ou vendu. Cette logique remonte au canon qui, dans les manuels destinés aux jeunes clercs, étaient recopiés à partir d'anciens recueils. Le mariage existe lorsque deux personnes donnent leur consentement mutuel. Aucun document ne rend ce consentement éternel comme un bail ou une obligation fiscale. Pendant que le notaire feuilletait et vérifiait, des détails ont commencé à émerger. Le chef de quartier était déjà passé chez le tanneur. Les voisins se plaignaient des bruits et des cris qui se faisaient entendre tard dans la soirée. Dans le registre des amendes, il y avait déjà une inscription avec le montant de l'amende pour violation du silence nocturne et une autre pour insulte à l'épouse en présence de témoins. Quelques mois auparavant, les notes paroissiales faisaient état d'une confession où le prêtre avait laissé une note sur l'éducation familiale, mentionnant l'accord des époux. La note était laconique et sans détail, comme il sied aux notes du chantre, mais sa présence signifiait que la discussion sur les limites avait déjà eu lieu. À ces lignes s'ajoutait l'odeur de la fosse à Tannes. Il y avait des apprentis dans la maison, ils vivaient dans une annexe, et la communauté savait que dans de telles maisons, l'autorité du maître se transformait facilement en cri, puis en plainte. La sœur de l'épouse et sa cousine du voisinage vivaient à proximité. Ce sont elles qui apporteront plus tard 2 autres feuilles, rédigées par le même scribe indépendant, sur lesquelles figurent les mêmes mots concernant la délégation complète des décisions familiales, mais les signatures sont plus régulières, car elles ont été apposées sous la surveillance des parents du mari et à la lueur des bougies dans la maison des parrains. Ce sera un tournant. Il s'avérera que cette forme n'était pas un excès accidentel d'un seul ménage, mais faisait partie d'une tradition moins répandue, soutenue par la famille afin de démontrer son pouvoir et parfois afin de contrôler la dot. Dans ce quartier, le mythe du pouvoir absolu de la famille n'était pas entretenu par des textes, mais par l'habitude. Les hommes âgés répétaient que l'ordre, c'est quand un seul est responsable de tous. Les femmes gardèrent les clés, mais la clé de la porte était considérée comme un symbole de modestie et non de droit. Cependant, la ville avait une autre logique. Le magistrat, dont les conseillers siégeaient sous les armoiries et écoutaient les affaires, s'occupait de ce qui pouvait être mesuré, évalué, enregistré. Pour lui, le pouvoir, c'était les amendes, les délais de paiement, les morceaux de tissu, les mesures de grains, la liste des outils. Quand on apportait un document réclamant l'aliénation du consentement, il sortait du lot comme une mauvaise peau d'une partie. Au bureau, on le sentait instinctivement. Dès que l'affaire concernait le corps, le langage des registres commerciaux devenait maladroit, car il n'y avait pas de rubrique ni de cachet. Ce silence du registre est aussi un document. Quand il n'y a pas de colonne, cela signifie que quelque chose ne peut pas être transformé en objet. Vient ensuite la mécanique aride de la procédure municipale. Le notaire a refusé de certifier immédiatement le document et a convoqué des témoins pour vérifier le caractère volontaire de la signature. Parallèlement, il a comparé les formulations avec les contrats de mariage d'autres quartiers, chez les tisserands, les boulangers, les armuriers. Partout, c'était la même chose. Une dot à laquelle personne n'avait droit sans la clé. Des clauses pénales en cas de dette. Parfois, une condition de résidence temporaire chez les parents. Nulle part, rien sur le transfert du droit de consentement. Et si, ici ou là, on trouvait des mentions des devoirs conjugaux,
elle n'avait aucune valeur juridique en tant que droit aliénable. La chancellerie notait que les enseignements de l'Église reprenaient l'idée de réciprocité, les statuts municipaux celle de modération, et les juges communautaires celle de la modération de la violence. La comparaison de ces trois lignes donnait une règle absolue. On ne peut pas écrire sur papier ce qui, par définition, nécessite un consentement vivant à chaque fois. Entre-temps, l'économie refit surface. La procuration que le mari voulait légaliser ne concernait pas seulement les coutumes, elle protégeait un système dans lequel la dot était progressivement transférée au fonds de roulement de l'atelier et le refus de la maîtresse de maison de donner la clé sans discussion se transformait en violation de la paix familiale. Dans le coffre se trouvaient des toiles, des cuillères en argent, une paire de bracelets, 2 lingots de cire et des morceaux de laine coûteuse. Tout cela figurait dans l'inventaire de la dot en tant que bien personnel. Si le papier transformait la gardienne des clés en un appendice manuel du pouvoir commun, alors le coffre devenait partie intégrante de l'atelier, au point que le partage des dettes changeait les proportions en faveur de la famille du mari. C'était là le contenu tacite de la feuille, non seulement le corps, mais aussi le métal, le tissu, la bougie, qui pouvaient être vendus. Le clerc indépendant qui rédigeait ces documents était rémunéré par les parties du mari. Son nom figurait dans 3 autres documents provenant de paroisses voisines. Ainsi, un réseau de textes scellés par la cire et la peur est né d'un conflit familial. La pression de la famille se faisait sentir partout, dans la façon dont les voisins racontaient les réunions à l'auberge au bout de la rue, où les anciens discutaient de la discipline dans les foyers, dans la façon dont on regardait les filles à la foire, en évaluant leurs coffres avant le mariage, dans la manière dont le chef de quartier informait le notaire que toute tentative de régler de telles affaires irritait les artisans. Ce contexte irrité était plus ancien que n'importe quelle feuille estampillée. Mais dans le rapport des Lavnik sur le livre des années précédentes, il n'était pas fortuit qu'il y ait une mention d'une amende infligée à l'un des parents pour avoir contraint sa femme à partir au village contre son gré. Le magistrat avait alors déjà déterminé que l'autorité familiale ne supprimait pas les règles civiles. Ce précédent ne concernait pas les aspects intimes de la vie, mais il montrait une limite. On ne peut pas chasser une personne de la ville sous prétexte de l'ordre domestique. La question était désormais plus profonde. Peut-on chasser la volonté du corps sous le couvert de la même rhétorique? À cette époque, la médecine était rudimentaire et pragmatique. À l'hôpital du couvent franciscain, on conservait des herbes contre l'insomnie, des poudres contre la fièvre, des pommades contre les contusions. Les sages-femmes tenaient des registres dans lesquels elles notaient les issues, l'heure, la fièvre et la faiblesse. Lorsque des scandales éclataient dans les foyers, à la suite desquels les femmes venaient chercher des teintures contre la douleur, cela se voyait dans les files d'attente chez le pharmacien. Le notaire, qui n'était pas médecin, y voyait un symptôme social. La pression à la maison ne se cachait pas. Il en résultait des statistiques particulières, non pas en chiffres, mais en impressions. Certains mois, les plaintes s'intensifiaient, les registres paroissiaux faisaient état de sanctions visant à maintenir la paix, les huissiers de justice recevaient davantage d'affaires concernant le calme nocturne. Ce n'était pas de la science au sens moderne du terme, c'était l'observation attentive d'une main administrative qui, pendant 20 ans, avait regardé les gens dans les yeux lorsqu'ils apportaient leurs papiers. Lorsque le notaire a réuni les témoins, il a obtenu une image fragmentée. L'apprenti a mentionné que le document avait été signé derrière des volets fermés. La voisine a raconté qu'elle avait entendu une dispute et avait ensuite vu la maîtresse de maison sortir dans la cour de l'église où se trouvaient généralement les femmes venues demander conseil. Le prêtre a déclaré avoir déjà dit à la famille que la contrainte était un péché et une violation de la paix, et non un devoir. La famille du mari, représentée par son cousin, a insisté sur le fait que telles étaient les coutumes de la famille.
2 autres personnes ont apporté des documents similaires provenant de leur maison, comme si le nombre de feuilles pouvait en soi constituer un argument. Tout cela ressemblait à une tentative d'inventer un quasi-droit. Quand on répète quelque chose assez souvent et qu'on fait semblant que c'est la norme, il en résulte une dangereuse illusion de loi. C'est précisément dans ces moments-là que les livres de statuts et les recueils de formulaires sont importants. Ils empêchent l'habitude de se faire passer pour le droit. Une autre tournure préparée s'inscrivait dans cette démarche. Un ancien recueil de formulaires provenant d'une autre ville, où l'on avait autrefois tenté de consacrer dans un contrat de mariage l'obligation pour la femme de vivre dans la maison de son beau-père, avait été abrogé à l'époque, avec la réserve que le lieu de résidence personnelle était régi par l'intérêt mutuel et non par une revendication familiale. Ce texte, réécrit à la fin du siècle par un relieur, se trouvait sur l'étagère d'un notaire. Il montrait à quel point il était dangereux de transformer les coutumes familiales en règles immuables pour le corps. Il contenait une réflexion subtile de l'époque. Une maison peut être nécessaire, mais pas comme une cage, plutôt comme un lieu où l'on vit de commun accord. À partir de ce document, du principe canonique de réciprocité et des amendes municipales pour violence, une argumentation formelle a commencé, qui se développera plus tard chez les Lavniks, lorsque l'affaire sera examinée. Et bien qu'il n'y ait pas eu d'accusation de crime ici, il y a eu une tentative de créer un texte contraignant qui se fait passer pour un contrat. Toute cette machine sociale, ecclésiastique, urbaine, familiale, tournait avec la force que lui conférait la peur, l'argent et la réputation. La réputation dans le quartier était aussi précieuse que de bonnes ceintures en cuir tanné. Elle résistait à la tension des dettes et au regard des voisins. Les hommes pensaient que la feuille avec le sceau empêcherait la maison de s'effondrer. Les femmes pensaient que la clé à la ceinture et les notes sur la dot étaient la seule terre ferme. Le notaire, qui avait sur son bureau des cachets de cire, des livres de formulaires et des plaintes pour tapage nocturne, voyait cela comme un entrelacement de significations différentes, où il était facile de faire un nouveau nœud, mais où il fallait de la précision et une bonne mémoire du texte pour le défaire. Quand il a dit qu'il n'approuverait pas le document immédiatement, il ne s'est pas basé sur ses émotions, mais sur l'absence d'index et de graphique. Il n'y a pas de droit à l'aliénation du consentement. Il n'y a pas de mécanisme de transfert permanent de la volonté de l'un à l'autre. Donc, il n'y a pas de cachet pour un tel document. Ainsi, l'introduction de l'affaire se terminera par une pile de documents sur la table au lieu d'une seule feuille, des formulaires de mariage provenant de différents ateliers, des statuts municipaux, des rappels paroissiaux, des registres d'amendes, des notes des sages-femmes sur les visites de femmes après des disputes nocturnes, ainsi que 3 documents identiques provenant du cercle familial. Et parmi cette masse de papier, ce n'est pas le cachet de cire, ni l'écriture régulière du praticien libre qui aura le plus d'effet, mais le vide dans les recueils, cet endroit où il n'y a jamais eu et où il ne devrait jamais y avoir de ligne, indiquant que le consentement peut être donné à l'avance et pour toujours à quelqu'un comme la clé d'un coffre. Ce vide est la limite, la frontière invisible que l'on sentait aussi clairement dans les villes sous l'autorité de la couronne que les gardes de quartier sentaient quand leur droit d'entrer dans une maison sans témoin prenait fin. Et quelle que soit l'insistance de la famille sur sa tradition, la ville répondait par un silence, derrière lequel se cachait une idée simple: on ne transforme pas le corps en objet, car on ne demande pas la permission à chaque fois. À partir de cette limite, le compte à rebours a commencé. On a ajouté un fil à l'affaire et il a entraîné avec lui des nœuds. La main administrative, habituée aux comptes de céréales et de pots, ne calculait plus seulement les prix et les délais, mais aussi la fatigue humaine. Dans les registres paroissiaux, on a noté que la maîtresse de maison du tanneur venait plus souvent à la chapelle les jours de semaine. Dans le cahier du pharmacien, les ventes de teintures de pavot ont augmenté. Dans le registre du chef de quartier, une autre ligne a été ajoutée au sujet du bruit. Ces traces éparses
révélait une chose importante. La lettre, qui prétendait être une mise au point, était en réalité une pression. Et lorsque la mairie fixa la date de l'audience, cela ne ressembla pas à un événement retentissant, mais plutôt au bruit d'un marteau en bois frappant le bord d'une table, un signe familier indiquant que la peur et la douleur avaient trouvé leur place parmi les affaires où l'on débat habituellement de la quantité de sel et du droit à un coffret à outils. Les formes matrimoniales ont constitué la première couche. Les conseillers ont demandé que les listes contenant les modèles provenant des différents ateliers soient apportées afin de les mettre côte à côte. Le greffier les a soigneusement disposés. Pour les tisserands, l'obligation pour le mari de ne pas vendre le métier à tisser sans le consentement de son épouse. Pour les boulangers, la règle selon laquelle le four de nuit ne peut être hypothéqué sans la garantie des biens personnels de l'épouse. Pour les forgerons, une clause sur la conservation commune des clés de l'entrepôt de charbon en cas de dettes importantes. Pour les commerçants, une clause sur un sac séparé pour les petites transactions. Dans chaque exemple, on percevait la conception du pouvoir comme une responsabilité et non comme un droit sur la chair d'autrui. Au-dessus de ces papiers se trouvait un recueil d'enseignements religieux où, dans la section sur le mariage, était répétée l'idée d'un consentement exigeant la réciprocité à chaque fois. Une formule reprise des anciennes gloses décrétales, même si elle était rédigée dans un langage compréhensible uniquement par les érudits. Le notaire l'a traduite pour lui-même en un sens pratique et prosaïque. On ne peut pas transformer une réponse vivante en une obligation permanente par écrit, car une réponse vivante est fondée sur l'état physique, la santé, l'humeur et la charge saisonnière. Le deuxième aspect était d'ordre économique. Entre les lignes des documents, on pouvait lire le profit. La dot, décrite dans le contrat de mariage comme personnelle, était progressivement intégrée dans le chiffre d'affaires de l'atelier du tanneur. Une paire de cuillères en argent avait déjà été mise au mont-de-piété et rachetée 1 mois plus tard. Le tissu a été vendu pour payer la chaux et l'écorce. La cire du coffre a servi à fabriquer des bougies pour la réunion de l'atelier. Ces mouvements n'était pas en soi un crime. La maison repose sur des garanties mutuelles, mais la procuration qu'il tentait de légaliser transformait une aide temporaire en un droit permanent. La gardienne des clés, porteuse de sa propre volonté, est devenue une partie silencieuse de l'atelier. Lorsque les marchands ont demandé à voir les registres comptables, il s'est avéré que dans 2 maisons voisines, avec des documents similaires, la dot de la femme avait été entièrement convertie en capital en 1 an, et la famille du mari affirmait désormais que c'était juste, car il n'y avait qu'une seule maison. Ces informations constituaient un revirement préparé. Le document de procuration générale n'était pas un caprice isolé, mais un mécanisme de redistribution des biens en faveur d'une seule branche de la famille, sous le couvert du mythe de la discipline familiale. Le troisième élément était le corps et son usure. À l'hôpital du monastère, on signalait une augmentation ces derniers mois du nombre de femmes d'âge moyen se plaignant d'une baisse d'énergie, de maux de tête, de courbatures et de cernes sous les yeux. Les sages-femmes ont noté chez certaines d'entre elles un épuisement dû à une anxiété constante. Dans le quartier voisin, 2 femmes apparentées à celles qui avaient représenté de telles procurations ont demandé à la trésorerie paroissiale de les aider à acheter du pain, car elles ne parvenaient pas à gérer les tâches ménagères en raison de conflits incessants. Un médecin expérimenté se plaignait avec regret qu'il n'existait aucun remède efficace contre la douleur, à part le sommeil et le repos, mais que le repos avait disparu dans ces maisons. La sécheresse de ces notes n'est pas une exagération artistique, elles ont été écrites par des personnes qui mesuraient la vie à l'aide de cuillères et de verres. Et lorsque ces lignes côtoyaient une lettre de procuration, une perspective sombre mais claire se dessinait. En utilisant le mythe de l'ordre, la famille tentait de faire pression sur ceux dont la force s'affaiblissait à cause du travail et de l'inquiétude,
et non à cause de leur obstination. Le 4e niveau était constitué d'un réseau de notaires. Le nom du notaire qui avait rédigé la procuration litigieuse est apparu dans 3 autres affaires, celle de la sœur de la propriétaire, celle de sa cousine et celle d'une veuve d'un autre quartier, chez qui, 6 mois après la rédaction d'un document similaire, on a constaté le transfert convenu de la clé au conjoint pour la durée des dettes. La durée des dettes s'est étendue sur plusieurs années. Le notaire a rassemblé ces documents, y a trouvé les mêmes tournures, la même disposition des signes et d'étranges références à la coutume de la maison, écrite d'une seule main. Cela a ouvert une deuxième piste. Il existait non seulement une habitude familiale, mais aussi une petite industrie artisanale de papiers semi-légaux qui liait les craintes au sceau. La veuve, qui n'appartenait pas à la famille du tanneur, a apporté ses feuilles de comptabilité. Il en ressortait que le clerc indépendant était rémunéré non seulement en argent, mais aussi en objets provenant de la dot des femmes pour lesquelles il rédigeait ses procurations. Ce détail, comme une couture de travers sur une peau fine, a révélé la structure des intérêts. Le 5e niveau était celui du droit en tant que scène publique. Non seulement les parties et les témoins étaient présents à l'audience, mais aussi les maîtres des ateliers voisins. Ils écoutaient le greffier citer les coutumes de la maison, tandis que le notaire plaçait à côté de lui les livres où les coutumes de la ville et les règles ecclésiastiques disaient le contraire. Et bien que personne n'ait prononcé de mots durs à haute voix, la tension dans la salle était aussi dense que la vapeur dans le hammam des douaniers. Il suffisait de toucher une valve pour que de l'eau chaude jaillisse de toutes les fissures. La famille du mari affirmait par l'intermédiaire de ses représentants que l'ordre primait sur la clémence. Les représentants des marchands, habitués à calculer les risques, secouaient prudemment la tête, car ils comprenaient le prix d'un précédent dans lequel la volonté d'un seul se transformait en marchandise. Les lavniki rappelaient que leur pouvoir était limité par la charte et les statuts, et non par la sympathie. Le chantre de l'Église prenait des notes succinctes sur la non-ingérence dans les détails civils, mais sur l'obligation du consentement mutuel. Réunies, ces positions dessinaient une frontière que l'on avait tant envie de franchir par habitude ancestrale. À ce moment-là, un bienfaiteur inattendu est apparu, non pas sous les traits d'un héros, mais sous la forme d'une facture ennuyeuse et d'une brève note. Une vieille usurière, veuve d'un tonnelier, possédait une boutique où l'on encaissait des gages à faible taux d'intérêt. Elle apporta 2 documents au bureau, une quittance pour les cuillères en argent provenant du coffre de la femme du tanneur et une note dans laquelle ce même clerc indépendant s'engageait auprès d'un parent de son mari à rembourser la somme reçue en gage de la dot. Ce petit lien entre la dette financière et l'auteur de la procuration litigieuse donnait une perspective supplémentaire à l'affaire. La procuration, pour les décisions familiales et le transfert des objets du coffre vers l'atelier, faisait partie d'un lien entre les personnes et l'argent dans lequel l'un justifiait l'autre. La veuve ne tirait pas de conclusion morale, elle sauvait simplement ses intérêts et apportait le document parce qu'elle sentait le risque. Mais c'est précisément par cette démarche silencieuse qu'elle a mis en lumière un point dangereux. L'érosion de la volonté cache le transfert de biens, et le transfert de biens cache la diffusion de la procuration comme instrument de pression. Parmi les laïcs, il y avait un employé qui avait autrefois étudié auprès d'un canoniste dans une autre ville et qui aimait rechercher des parallèles. Il apporta à la table un ancien procès-verbal d'un litige devant le tribunal du district auprès de la cour du gouverneur, où était examinée une plainte concernant l'imposition d'un séjour chez le beau-père. Les juges y stipulaient que la coutume ne pouvait pas annuler les dispositions fondamentales relatives à la liberté du ménage dans les limites de la ville et exigeaient le consentement des 2 parties pour un changement de lieu prolongé. Cette formule contenait un principe qui était désormais transposé de la géographie au corps. Si l'on ne peut priver quelqu'un de son domicile sans son consentement,
on ne peut le priver de sa présence en lui-même sans son consentement. Et même si ces mots semblaient trop subtils pour un atelier bruyant, leur sens sec résonnait comme un coup de marteau dans la salle. On ne peut pas tirer du silence des ancêtres une règle pour les corps des vivants actuels, car le silence des ancêtres n'a rien signé. La famille du mari n'abandonnait pas. Le bruit courut dans le quartier qu'une femme qui contestait l'ordre détruisait la maison. Dans la taverne du coin, on discutait du fait que dans les villes voisines, la vie était plus facile pour les artisans, car personne ne s'immisçait dans les chambres à coucher. Ces conversations n'étaient pas vaines. La réputation d'une femme peut s'effondrer plus vite que le prix du houblon après une mauvaise récolte, et les conséquences pour elle seront plus graves que n'importe quelle amende. À cette pression s'ajoutaient des lettres des aînés, dans lesquelles ils expliquaient que la paix dans la maison était la chose la plus importante. La chancellerie a maintenu une ligne plus stricte. Aucune coutume familiale ne peut remplacer l'absence de forme juridique pour l'aliénation du consentement. Les conseillers ont ordonné d'imprimer des extraits des statuts et de les afficher sur les portes de la mairie pendant plusieurs jours afin que tout le monde puisse les consulter. Ce geste n'avait pas pour but d'informer, mais de servir de bouclier. Lorsque le texte devient visible, il est plus difficile pour les rumeurs de passer pour la loi. Des acteurs invisibles, les bains publics, les douaniers, la guilde des blanchisseuses, ont également influencé le contexte. Dans le règlement des bains publics, rédigé 1 an auparavant, figurait une règle imposant de traiter les clientes avec respect et interdisant d'accepter des hommes pendant les heures réservées aux femmes, sous peine d'amende. Dans le livre des blanchisseuses, il est stipulé que les blanchisseuses ont le droit de refuser de travailler si elles sont menacées chez leurs clients. Ces petites normes quotidiennes reflétaient la conception de la ville. La honte et la peur sont de mauvaises devises pour le travail et la santé, et la communauté a intérêt à protéger ceux qui assurent la vie quotidienne. Lorsque cet horizon de préoccupation quotidienne a rejoint les colonnes arides des formulaires matrimoniaux et le principe canonique de réciprocité, il en est résulté un réseau qui maintenait le corps dans ses droits sans le qualifier de propriété. Pendant ce temps, le clerc indépendant a commencé à disparaître de l'auberge et à fréquenter les cours secrètes. Il avait des clients parmi ceux qui aimèrent les papiers aux mots forts. Il y avait aussi une dépendance vis-à-vis des gens de la famille, dettes, cautions, petits chantages. Le notaire n'avait pas l'habitude de transformer la dénonciation en chasse, mais les feuilles rassemblées montraient une chose. Le langage avec lequel le clerc officialisait la coutume était un langage de chaîne de montage qui ne connaissait pas de frontières entre la propriété et la volonté. Ce n'est pas simplement une erreur, c'est une façon de penser la ville en dehors de ses statuts, comme le prolongement de la cour familiale. Dans un tel contexte, les femmes, même adultes et expérimentées, devenaient les otages involontaires de phrases toutes faites. La réaction administrative a été à la fois modeste et forte. Les conseillers ont demandé des éclaircissements au gouverneur du district afin d'étayer leurs décisions en se référant à la pratique supérieure, et dans l'attente d'une réponse, ils ont prononcé une interdiction temporaire de certifier les procurations contenant des formulations d'aliénation du consentement. Les médecins, peu enclins aux disputes juridiques, ont remarqué l'effet de leur décision. Après l'annonce du moratoire, le calme est revenu dans la pharmacie. Les visites pour obtenir des teintures contre les maux de tête n'ont pas complètement disparu, mais elles sont devenues moins fréquentes. Les sages-femmes ont remarqué que les femmes venaient les voir non plus pour se cacher, mais pour leur demander comment parler à leur mari et à leur famille lorsque ceux-ci insistaient pour obtenir un document officiel. Ce passage d'une douleur silencieuse à la recherche de moyens de s'exprimer est un changement faible, mais visible. Il n'y avait là ni romantisme ni victoire retentissante, mais un espoir tranquille que la place du corps dans la ville était enfin protégée par des textes. La dernière semaine avant la décision s'est écoulée lentement. 2 membres de la famille sont venus chez le tanneur
et ont ostensiblement passé la nuit près du feu, comme si leur présence allait donner plus de poids au mobilier. La sœur de la maîtresse de maison a amené sa cousine et a montré ses papiers au notaire, qui leur a demandé de les laisser pour vérification. L'usurière a apporté une autre facture et a demandé au magistrat d'accélérer l'audience, car plus l'incertitude durait, plus le risque pour ces gages était grand. Au marché, on murmurait que les marchands allaient en faire un exemple. Une amende pour signifier que les murs de la ville n'étaient pas seulement de la pierre, mais aussi une frontière pour la langue qui tente de faire du corps un objet. Vers le soir, dans le bureau, on feuilletait les livres des années précédentes. On cherchait des analogies afin de ne pas inventer de nouveautés retentissantes, mais de puiser dans la mémoire de la ville ce qui avait déjà fait ses preuves. Au matin du jour fixé pour l'audience finale, il faisait frais et humide à la mairie, comme dans une cave remplie de tonneaux de saumure. Les gens se dispersaient pour vaquer à leurs occupations, mais les oreilles attentives captaient les signes. Les marchands allaient-ils sortir immédiatement avec l'annonce? Allaient-ils appeler les représentants des corporations à l'intérieur? Le clergé allait-il apparaître sur la place pour rappeler le calme? À l'intérieur, tout était déjà prêt. Une pile de formulaires de mariage, des extraits des statuts, des notes du chantre de l'église, des registres des ventes mensuelles de la pharmacie, 3 procurations litigieuses, des reçus de l'usurière, un registre des amendes pour expulsion de la ville, antérieure, une lettre d'explication du tribunal du district. Cette lettre était arrivée la veille au soir, et son sens était on ne peut plus clair. Le tribunal reconnaissait les limites de l'aliénation de la volonté au sens des statuts et des coutumes, et par conséquent, toute procuration remplaçant le consentement vivant dans les affaires matrimoniales par un transfert permanent de droit était nulle, quel que soit le nombre de témoins et de cachets. Cette phrase ne contenait aucune moralisation. Elle reflétait une approche calculatrice. Nulle signifie qu'elles n'ont pas de conséquences juridiques. N'ont pas de conséquences signifie qu'elles ne protègent pas les intérêts des parties qui s'y fient. Ne protègent pas signifie qu'elles sont dangereuses sur le plan financier et social. La famille du mari se tenait déjà en groupe compact à l'entrée, comptant sur le fait que la foule ferait impression. Mais la ville, ce n'est pas la foule à la porte. La ville, ce sont les livres sur la table. Et lorsque les juges ont ouvert la séance, ils se sont appuyés sur ces livres comme sur des blocs de pierre à la base d'un pont. Le regard du notaire était fatigué, mais déterminé. Il savait qu'allait commencer une dispute au sujet de l'amende, non pas comme une vengeance, mais comme une indication du prix à payer pour avoir tenté de transformer une volonté vivante en une obligation contractuelle. Et bien que l'issue ne soit pas encore prononcée, la musicalité du processus était déjà en place, le mythe se tenait à droite, le papier à gauche, le bruit quotidien du marché s'échappait par la fenêtre, et au milieu, prudemment, petit à petit, une nouvelle habitude se formait. Ne pas permettre aux procurations sur le corps de se déguiser en vertu familiale. La décision a été prononcée comme un compte rendu sec, point par point, sans fioriture, car dans les affaires municipales, ce n'est pas le volume qui importe, mais la clarté des conséquences. La lettre litigieuse a été déclarée nulle au regard des statuts et des livres statutaires, en indiquant que la tentative de transformer le consentement en une obligation intemporelle était contraire à la forme du mariage en tant qu'union de 2 personnes capables. Le point concernant la délégation totale des décisions familiales a été laissé sans effet juridique. Les annexes, où figuraient les mots « à chaque fois » et « sans exception », ont été déclarés sans effet. La famille du mari a été condamnée à une amende d'un montant équivalent au prix d'une paire de vaches de bonne qualité, non pas pour le litige, mais pour avoir fait pression sur des femmes adultes et imposé des documents semi-légaux lors de réunions familiales. Le clerc indépendant a été privé du droit de certifier des documents jusqu'à nouvel ordre. Ces actes provenant des maisons voisines devaient être révisés avec la convocation de toutes les parties.
L'usurière a été condamnée à restituer les gages liés à la dot s'ils avaient été obtenus sur la base de procurations contestables, et les parties ont été condamnées à régler leurs dettes comme si ces actes n'avaient jamais existé. En plus de tout cela, le magistrat a annoncé une interdiction temporaire de certifier tout document contenant des formulations relatives à l'aliénation du consentement dans les affaires matrimoniales jusqu'à la publication d'une explication générale pour toutes les paroisses. Ainsi, le mythe du pouvoir familial absolu s'est heurté au bord granitique du livre, non pas là où l'on crie, mais là où l'on compte. Puis vinrent les jours où le droit devint la norme, et la norme une réputation tranquille. Des extraits furent affichés aux portes de la mairie, aux porches des églises, les chantres paroissiaux répétèrent le texte de l'explication. Les guildes, qui n'avaient apparemment rien à voir avec ces paroles, apportèrent des modifications à leurs règles internes afin de ne laisser aucune faille. Les tisserands ont noté que toute décision concernant le travail en commun n'affectait pas la volonté personnelle des époux et ne pouvait la remplacer. Les boulangers ont précisé que le four de nuit était une affaire de gestion commune, mais ne constituait pas un motif de pression au sein du foyer. Les bains publics ont précisé les horaires réservés aux femmes et aux hommes et ont réitéré l'interdiction d'y pénétrer sous peine d'amende au profit du kiosque municipal vendant du charbon. Les blanchisseuses ont obtenu le droit de refuser de travailler en cas de menace chez les clients, avec la possibilité de s'adresser au quartier sans intermédiaire. Ces changements mineurs, presque imperceptibles, ont ancré une idée. Le corps et le consentement ne sont pas des objets. Ils ne peuvent être transférés d'une main à l'autre comme une clé ou une mesure. Dans la maison du tanneur, la vie ne s'est pas calmée tout de suite. La famille gardait encore un silence pesant qui, selon les normes du quartier, était plus bruyant qu'un cri. Les hommes s'asseyaient près du feu, comme une meute, et leur présence remplaçait les arguments. Mais seul un bout de la rue était assis près du feu. L'autre bout avait déjà entendu dire que les cuillères en argent avaient été rendues à l'usurière et que la propriétaire avait racheté 2 rouleaux de tissu à l'étal du tisserand. Ces retours étaient devenus un signe tangible, palpable. Et bien que la tension dans la maison ne se soit pas dissipée, la maîtresse de maison avait à nouveau la clé réelle du coffre, et non plus une procuration rédigée par une main étrangère. La pharmacie vendait moins de teinture de pavot. Les sages-femmes remarquaient que les femmes ne leur demandaient plus des remèdes contre la douleur, mais leur posaient des questions sur les mots appropriés à utiliser lorsque des gens viendraient à nouveau chez elles avec des discours persuasifs et des phrases effrayantes sur la paix. Le greffier indépendant, privé du droit de certifier de nouveaux documents, se retrouva dans la situation d'un artisan sans outils. Ses carnets, reliés par des cordons, étaient désormais conservés dans le bureau sous inventaire. On y trouva les montants soigneusement inscrits pour la rédaction des actes de naissance, les petites dettes et surtout la liste des gages dans laquelle figuraient les objets provenant de la dot des femmes qui avaient accepté la mission complète. Cette comptabilité sans morale est une révélation. Le motif de la dépendance et du profit traversait chaque ligne, reliant la discipline familiale à la petite profitabilité. Aux adresses où ces listes étaient déjà en vigueur, les chefs de quartier ont distribué des copies de la décision, non pas comme des punisseurs, mais comme les porteurs d'une nouvelle habitude. Dans 2 cours, les femmes avaient déjà sorti un tabouret et un broc d'eau sur le banc. Elles savaient que la conversation serait longue, mais pour la première fois, il ne s'agissait pas de se taire, mais de pouvoir parler en s'appuyant sur un document écrit. À la mairie, on ne célébrait pas la victoire. On continuait simplement à écrire, comme on l'avait fait hier et avant-hier. Plusieurs nouvelles lignes sont apparues dans le registre des amendes. Une amende pour avoir tenté de contraindre par des menaces à retirer une plainte, une amende pour avoir répandu des rumeurs sur la perte d'honneur d'une femme qui s'était adressée au magistrat, une amende avec double pénalité
en faveur de la guilde des bains publics pour une altercation devant les portes des bains. Dans les notes d'accompagnement, les marchands ont soigneusement noté que ces actions nuisaient à la paix générale et aux travailleurs. Dans la prairie derrière les portes de la ville, on continuait à faire sécher des peaux tannées, et l'odeur de l'écorce et de la chaux était toujours aussi forte, mais beaucoup de gens, en passant devant, savaient désormais qu'il y avait dans cette ville des choses qui ne devenaient pas des marchandises, même si on y apposait un beau cachet. Les canonistes envoyèrent une explication compréhensible, même pour ceux qui sont loin des mots subtils. Le mariage repose sur la réciprocité et non sur le transfert unilatéral d'un droit. Le consentement est une action et non une chose. Le langage de la procuration ne crée pas ce que le droit ne reconnaît pas. Il ne s'agissait pas d'introduire de nouvelles vérités, mais plutôt de redonner du sens à des mots usés par les coutumes. Dans l'un des districts, selon le courrier, on a tenté de s'y opposer en invoquant la coutume locale de l'instruction des femmes. La réponse fut brève. L'instruction n'est pas une disposition du corps, et celui qui instruit n'obtient pas le droit à une réponse vivante d'autrui. Cet échange de notes de service a renforcé la décision du magistrat, comme si des supports avaient été ajoutés à l'arche de pierre en prévision de la saison des pluies. Pendant ce temps, la trace économique, qui s'étendait à l'origine entre l'étal de l'usurière et les coffres contenant la dot, continuait à se développer. Dans la boutique des marchands, on a calculé qu'au cours des derniers mois, le chiffre d'affaires lié à l'échange d'articles ménagers contre de la petite monnaie avait diminué, tandis que le rachat s'était accéléré. L'usurière, qui comptait chaque kopek, s'avoua qu'elle préférait la stabilité de la ville à des gains instables. Là où les objets retournent à leur propriétaire légitime, l'argent aime l'ordre et non le scandale. Elle commença à exiger des clients qui apportaient des objets provenant de la dot qu'ils présentent des formulaires de mariage au lieu d'étranges procurations. Cette norme privée n'a pas été inscrite dans les statuts, mais elle s'est répandue comme se répandent les mesures pratiques. Si vous avez un panier, il est plus pratique de le porter que de le tenir à la main. Du point de vue médical, les conséquences se faisaient également sentir. Le médecin du monastère a noté que les femmes d'âge moyen se plaignaient moins d'insomnie et de lourdeur de tête le soir, qui suivaient auparavant les disputes familiales. Les sages-femmes ont remarqué un paradoxe. Parler de droit, ce qui semblait aride et difficile, apportait aux gens un plus grand soulagement que les teintures et les pommades. Dans la vie physique de la ville, la loi a agi comme un médecin. Elle n'a pas soigné avec des herbes, mais elle a supprimé une partie de l'irritant qui était l'attente obsessionnelle d'un devoir inconditionnel. Ce mot est resté dans la bouche des gens, mais il a changé de sens. Le devoir signifiait désormais plus souvent le soin et la répartition du travail, et non plus la tentative de pousser le corps à l'action par des mots durs. La famille de mon mari s'est rapidement adaptée à l'extérieur et a longtemps résisté à l'intérieur. Dans les tavernes, on murmurait que la ville était devenue plus douce, qu'elle avait laissé la honte sortir du seuil des chambres privées. Ces murmures tentaient de ramener l'ancien masque. Ce qui est public est sale, disait-on. Mais ces mots ont trouvé moins d'écho que d'habitude, car ils avaient déjà été rejetés une fois sur le papier. Les maîtres des ateliers ont calculé qu'une amende coûtait moins cher qu'un scandale, et qu'un scandale coûtait plus cher que le silence dans la fournaise nocturne. Les marchands estimaient que le marché aime les habitudes et n'aime pas les rumeurs. Les marchands ambulants répétaient que leur pouvoir ne s'exerçait pas sur les cœurs, mais sur les formes, et ils s'en tenaient aux formes. Et là où auparavant on aimait apposer le sceau avec le motif de la maison, on appuyait désormais plus souvent le doigt sur une ligne du statut, comme sur une marque sur une règle graduée. Dans les rues voisines, on se demandait quoi faire des feuilles déjà remplies, qui n'avaient pas été signées au bureau, mais restaient dans les coffres comme des signes effrayants. Une simple mesure quotidienne a permis de résoudre le problème. Les chefs de quartier ont fait le tour des maisons et ont proposé aux femmes
d'apporter ces papiers aux échoppes ou aux bureaux paroissiaux pour qu'ils soient détruits en présence de témoins. Ce rituel, sans solennité ni sermon, semblait retirer de l'air l'aiguille sur laquelle reposait le tissu du silence. Plusieurs dizaines de feuilles ont brûlé dans les fours des boulangers et dans les cheminées de la mairie, se transformant en cendres. Les cendres ont été jetées avec les autres déchets, sans distinction ni remarque. Personne ne voulait créer de nouveaux symboles, il fallait simplement se débarrasser des anciens. Après une brève enquête, le scribe indépendant a été tenu responsable d'avoir falsifié des références à la coutume de la maison dans des documents publics. Il n'a pas été frappé de sanctions sévères. Il a été condamné à une amende comparable au chiffre d'affaires mensuel d'un magasin de services de photocopie et a été obligé de se faire recertifier par un notaire d'un autre district. La sévérité était comme un coup de règle, pas pour faire mal, mais pour remettre les choses en place. On lui a laissé la possibilité de travailler, mais on ne lui a pas laissé la possibilité de répéter l'ancienne formule. Et cela s'est avéré plus terrible pour lui que s'il avait simplement été renvoyé. Les mots forts ne fonctionnaient plus sur un marché où l'on achète des formules et non des coutumes. Au milieu de la saison suivante, le magistrat a reçu des nouvelles de 2 autres villes. On y avait tenté de certifier des listes similaires, mais, se référant à notre décision et à l'explication envoyée, on avait refusé. Et bien que ces messages ne contenaient pas la moindre trace de gratitude, on y sentait un lien discret mais important. Si vous avez un pont sur une rivière tumultueuse, votre voisin pourra plus facilement traverser, même s'il glisse. À notre mairie, cela a été noté brièvement. À suivre. Pas d'enthousiasme, pas d'imitation, mais simplement le fait de suivre une ligne qui a déjà prouvé son efficacité. La maison du tanneur s'habituait à la nouvelle température. Auparavant, il y faisait chaud à cause des cris et des fosses de tannage. Maintenant, il y régnait une fraîcheur due à une tension silencieuse, mais au moins, il ne faisait plus étouffant. Les femmes de la famille, dont les papiers avaient également été jugés sans valeur, ont commencé à demander aux guildes de petites tâches à faire à domicile, raccommoder des sacs, couper des bandes de tissu, trier des chutes de cuir, n'importe quel travail où les mains valent de l'argent et non du silence. Cela semblait insignifiant, mais dans une ville où le travail est considéré comme une mesure, ces petites choses déplacent des montagnes. Lorsque votre journée est mesurée, il leur est plus difficile de manipuler les mots « honneur » et « ordre ». Ces mots deviennent ce qu'ils doivent être, communs et non des matraques. Le 3e revirement préparé, la réponse du tribunal du district, a eu plus d'impact que ne l'avaient prévu les conseillers municipaux. Le bureau du gouverneur a envoyé un recueil d'interprétation du statut avec des annotations sur les limites de la capacité juridique dans les affaires matrimoniales. Dans les marges, on a soigneusement inscrit une phrase sur la non-transmissibilité du consentement, stipulant que toute déclaration documentaire de disponibilité permanente est sans effet. Ce recueil a commencé à être recopié pour les écoles des cathédrales. Les élèves clercs soulignaient volontiers ces lignes à la cinabre rouge, car elles étaient rarement aussi précises. Et c'est peut-être dans cette précision que se cache le côté humain du droit. Parfois, les gens n'ont pas besoin d'un vague « soyez plus gentil », mais d'un très concret « cela ne fonctionne pas, quoi que vous écriviez ». La famille de mon mari continuait à faire des incursions dans l'ancien. À plusieurs reprises, les membres de la famille ont essayé de réunir les hommes et de discuter de la façon de vivre sans l'ancienne forteresse. Lors d'une de ces réunions, le chef de quartier s'est présenté de lui-même, sans y avoir été invité, avec un morceau de parchemin sur lequel était recopié un article du statut sur l'inviolabilité de la volonté physique dans l'union matrimoniale. Il n'a pas prononcé de discours retentissant, il a simplement posé le parchemin sur la table et est resté pendant que les hommes discutaient du prix du sel. La présence silencieuse du représentant de la loi
avait plus de force que n'importe quelle tirade, car elle changeait l'atmosphère de la pièce. Dans cette atmosphère, l'humidité des habitudes avait plus de mal à s'accrocher au mur. Quelques mois plus tard, c'est ce qu'indiquait l'encre séchée sur les bords des livres, le registre des amendes ne mentionnait plus les bruits nocturnes chez le tanneur. D'autres inscriptions apparurent, une dispute pour une place près des séchoirs, le montant de la cotisation à l'atelier, un mariage chez les boulangers, où il fallait calculer la part de farine dans la dot. C'était le signe que ce qui s'était passé était entré dans le tissu des affaires courantes. Et bien que personne n'ait apposé de plaque commémorative, on pouvait voir devant la porte de la mairie, pendant l'agitation du marché, une scène qui n'existait pas auparavant. Une femme s'arrêtait pour passer son doigt sur une ligne du statut affiché, et un homme se tenait à côté d'elle sans l'empêcher. Il pouvait être son mari, son frère, son voisin. Cela n'avait aucune importance. Ce qui importait, c'est que tous deux savaient que cette ligne n'avait pas été écrite pour réprimander, mais pour pouvoir être montrée à tout moment et dire « voici la mesure », sans transformer cette mesure en un bâton pour frapper quelqu'un. Dans une ville régie par le droit de Magdebourg, on oublie souvent que le droit n'est pas seulement une question de justice, mais aussi une langue dans laquelle les boulangers et les tisserands parlent aux marchands. Après la décision sur la nullité de la procuration litigieuse, ce langage semblait avoir été débarrassé de ses taches de graisse. Là où auparavant, les mots étaient collants et s'étiraient comme de la colle mal cuite, les phrases étaient désormais courtes et claires. On pouvait les réécrire 1, 2, 3 fois et obtenir le même sens. Et lorsque, à la fin de l'automne, un nouveau contrat de mariage fut apporté à la mairie par les jeunes gens, il sentait le parchemin neuf et la cire fraîche. Il contenait des clauses sur la dot, les dettes, la clé et le fait que le droit de consentement était incessible. Les jeunes gens avaient l'air fatigués, non pas à cause des combats, mais à cause du travail à la foire, et c'était la meilleure nouvelle depuis longtemps. La vie avait repris son cours normal. C'est dans cette clarté discrète que résidait la protection la plus importante. Les mythes aiment l'obscurité. Là où l'on voit mal, ils se développent comme de la moisissure dans une cave humide. Les documents aiment la lumière, on les affiche, on les montre du doigt, on les copie, et lorsque les lampadaires s'allumaient dans la ville et qu'une bougie était placée, comme le veut la tradition, sur chaque banc de la mairie, les passants voyaient des feuilles blanches couvertes de lignes noires. Elles ne promettaient rien, elles n'exigeaient rien, elles étaient simplement là, à portée de main. C'est dans cette accessibilité que résidait la nouvelle habitude, ne pas apposer de cachet sur le corps, mais apposer un texte sur l'affaire, ne pas transformer le consentement en chose, mais le laisser vivant, comme le souffle, qui ne peut être transmis par procuration, car il se produit toujours ici et maintenant, chez une personne précise, un jour précis, avec une fatigue ou une tendresse précise, et c'est précisément ce qui distingue la ville de la cour, et la loi de la vantardise familiale. Au fur et à mesure que la clarté s'ancrait dans les documents, la ville ressemblait à un atelier où, après une longue confusion, les outils étaient enfin rangés dans des boîtes, les marteaux avec les marteaux, les poinçons avec les poinçons, les règles graduées à la vue de tous. Les clercs comprenaient qu'une simple formulation ne tiendrait pas la route si elle n'était pas soutenue par la vie quotidienne. Ils ont donc diffusé la décision dans les capillaires de la ville, à travers l'étude, les contrats, les petites tâches qui changent les habitudes, aussi bien que les grosses amendes. À l'école de la cathédrale, les clercs examinaient les formulaires de mariage avec les futurs scribes, et à côté de la prochaine inscription concernant la dot, le tuteur collait un parchemin avec une note sur la non-transmissibilité du consentement. Les élèves recopiaient la ligne sans inspiration, comme ils recopiaient le tableau des mesures et des poids, mais c'était exactement ce qu'il fallait faire, transformer la limite non pas en slogan, mais en une norme ennuyeuse qui s'imprime dans la main. Les guildes,
tout en préservant leur image, recopiaient les registres internes. Les tanneurs ont instauré une règle selon laquelle les objets de la dot ne pouvaient être mis en circulation sans une mention distincte indiquant qu'il s'agissait d'un prêt temporaire volontaire, confirmé par la concierge en personne au bureau, et non à la table familiale. Les commerçants ont ajouté une nouvelle clause stipulant que le prêteur sur gage n'accepte pas les objets avec un inventaire défectueux sans présentation du contrat et en présence de la propriétaire. Les tonneliers ont reçu un rappel indiquant que le gage est le tonneau et non la propriétaire. Ces formules sèches étaient comme des repères sur les pierres d'un gué côtier. Dans l'obscurité, on peut trébucher dessus, mais par temps clair, elles guident avec précision. Personne n'appelait cela le souci de l'honneur. Tout le monde appelait cela l'ordre comptable. Et c'est précisément le langage comptable qui s'est avéré plus fort que les grands discours sur la tradition, car il répond à la question de savoir qui et quand répond de sa tête et de son portefeuille. Des réactions se profilèrent à l'horizon. Dans le district voisin, plusieurs maisons issues du même cercle familial tentèrent de rétablir l'ancien système en apportant de nouvelles lettres rédigées avec plus de subtilité. Ces lettres évitaient toute mention directe de la proximité, mais stipulaient le transfert du droit de prendre toutes les décisions familiales dès l'entrée en vigueur des obligations liées au devoir. La formule avait été peaufinée jusqu'à atteindre un niveau officiel, mais le sens restait le même. Les notaires ont demandé des copies, les clercs ont cliqueté leurs plumes et comparé les tournures, comme on compare les motifs sur les faux timbres. Les accents, les combinaisons inhabituelles de mots, et même la manière de tracer le trait final coïncidaient. La main était la même, mais elle écrivait sur un nouveau papier. Cette coïncidence est venue s'ajouter aux autres éléments. L'affaire cessait d'être une affaire familiale et devenait une question d'ordre général, à savoir comment traiter les contrefaçons privées d'une mesure publique. Le notaire, déjà connu pour son amour obstiné des formules, proposa un moyen simple, créer une marque d'identification pour les procurations concernant les biens, le travail et les dettes, afin qu'elles ne soient pas confondues avec autre chose. Le bureau a découpé de petits sceaux en plomb sur lesquels était apposé le logo du bureau. Les sceaux étaient attachés au document à l'aide d'une ficelle et une mention relative à l'objet de la procuration était inscrite dans le registre. Si quelqu'un apportait une feuille sans sceau, mais avec une prétention de validité, il était renvoyé au registre. Cette astuce s'est avérée étonnamment efficace. Il était plus facile pour les gens de distinguer les types de documents à l'œil nu que de saisir les subtilités à l'oreille. Et lorsqu'un autre praticien indépendant a glissé un rouleau soigné par la fenêtre du bureau, sur lequel il n'y avait pas de sceau, il a été accueilli par un espace vide dans le registre, un vide plus éloquent que 1000 arguments. La sœur de la maîtresse de maison, dont le nom avait déjà été mentionné dans les documents, construisait lentement une nouvelle vie. Elle a récupéré les cuillères en argent et 2 draps au mont-de-piété, s'est mise d'accord avec les blanchisseuses pour faire un petit boulot à domicile et, pour la première fois depuis de longues saisons, a fait ce qui semblait être une bagatelle, mais qui était un geste honnête envers elle-même. Elle a acheté au pharmacien non pas une teinture contre les maux de tête, mais du savon ordinaire et de la lessive pour laver les chemises des autres. Cet achat a été inscrit dans le registre de la pharmacie, comme les autres lignes, sans émotion, mais il était important pour la chronique. La réduction de la douleur cessait d'être une question de bulle, elle devenait une question d'action compréhensible. Sa cousine, celle qui vivait dans la cour voisine, apporta sa feuille à la mairie et le greffier, en sa présence, coupa soigneusement le seau, le jeta dans un petit bol en fonte et le fit fondre avec les autres. À la fin de la journée, il en résulta une boule commune à partir de laquelle on coula des plombs pour les comptes. Même masse de cire, autre signification, au lieu d'imprimer le pouvoir sur le corps, imprimer la comptabilité de la dette.
La famille de son mari, confrontée à un nouvel obstacle, se mit à chercher des failles là où le contrôle était moins strict, dans les conversations et dans la peur. Les remontrances sur les mœurs, contournant les termes juridiques, mais ponctuées de pauses significatives, devinrent plus fréquentes. Dans ces endroits, la machine urbaine sortait prudemment, mais fermement, des outils contre les rumeurs. Dans le registre des amendes, une colonne distincte a été créée pour les atteintes à la réputation par la menace de suspicion. Il n'était pas facile de l'utiliser. Il fallait un témoignage, une note, un signe d'humiliation publique, et c'est précisément cette difficulté qui protégeait contre les abus. Mais la rubrique elle-même creusait un fossé précis sous le mythe. Si quelque chose est difficile et nécessite des preuves, cela perd son charme de consensus général. Les légendes aiment ce qui est intangible. Un document oblige à tendre la main. La partie médicale de la chronique a conservé une ligne importante. Le médecin du monastère notait les cas où, dans les maisons qui avaient défendu leurs droits, le sommeil revenait rapidement. Les sages-femmes notaient que certaines femmes ne souffraient plus de tremblements inexplicables qu'elles associaient auparavant à l'inévitabilité des nuits familiales, les jours où la fatigue l'emportait sur le désir. Ces observations ne se transformaient pas en récits de festifs, car la chronique ne sait pas chanter des hymnes. Elle s'inscrivait simplement dans le rythme du document, coïncidant avec les extraits du statut, comme coïncident les battements du cœur et les pas sur un trottoir plat. Parfois, ces notes étaient entrecoupées de lignes lourdes sur les traumatismes, la cruauté, les tentatives brutales de contrainte. Le greffe y ajoutait des références. Imposition d'une amende, médiation du Lavnik, aide du quartier, refuge temporaire chez des proches. Le discours restait sec, mais cette sécheresse était ici un salut. Là où il aurait été facile de sombrer dans une hystérie rhétorique, le papier gardait son équilibre. À plusieurs reprises, il semblait que la situation allait s'inverser. Au début de l'hiver, dans le quartier voisin, un maître forgeron a annoncé que l'ordre était rétabli dans sa maison et qu'aucune innovation ne briserait l'ancienne obéissance. Ces paroles se sont répandues dans les tavernes comme des étincelles d'un tas de charbon. Mais lorsque le chef de quartier vint le voir avec un extrait du registre des amendes, où une somme considérable avait été infligée pour les expulsions de la ville antérieure, et avec une lettre du gouverneur du district indiquant que l'accord était irrévocable, les étincelles s'éteignirent comme s'éteignent les feux de joie sous la neige mouillée. Personne ne cassait rien, personne ne criait. On posait simplement le papier sur la table, et le papier s'avérait à nouveau plus lourd que les habitudes. Quelque part, en marge de cette histoire, se déroulait le travail acharné et discret des jeunes copistes. Ils apprenaient à distinguer les écritures afin de repérer les tournures répétitives. Ils apprenaient à relier les recueils afin que le texte ne se disperse pas. Ils apprenaient à compter afin que les chiffres des amendes soient compréhensibles pour les gens. Dans l'atelier de reliure, ça sentait la colle, le cuir et le cinabre. Sur les tables, il y avait des feuilles où figuraient des mots sur la dot, les délais de remboursement, l'intégrité physique. Ces mots s'imprégnaient des odeurs, et c'est peut-être cela qui les rendait vrais. La loi prenait en charge une partie du fardeau quotidien qui brisait habituellement les épaules des femmes. Ce fardeau ne disparaissait pas, mais il était réparti différemment, comme des paniers sur les épaules, non pas d'un seul porteur, mais de plusieurs. Tout ne se passait pas sans heurts. Une controverse éclatait à la périphérie sur la question de savoir si un prêt temporaire provenant du coffre pouvait être considéré comme volontaire s'il était signé en pleine période de dette. Sur cette question, les listes juridiques et économiques convergeaient, comme deux routes convergent vers un vieux pont. Les Lavniki ont décidé que le prêt n'était valable qu'en présence de la gardienne des clés dans le bureau et après un examen de l'état de santé,
qui devait être certifié par un médecin ou une sage-femme. Cette décision a semblé ridicule à certains. Pourquoi faire intervenir des herbes et des pommades? Mais le sens était autre. La loi a reconnu que l'épuisement et la peur faussent la volonté et a placé à côté de la signature un petit miroir dans lequel on peut voir la main, ses tremblements et sa force. C'est ainsi que la médecine et le droit se sont rencontrés sur le seuil étroit du coffre et se sont séparés sans se marcher sur les pieds. Les trajectoires familiales, repliées par la honte, se redressaient lentement. La sœur de la maîtresse de maison, voyant que la nouvelle élève de la blanchisserie avait la tête qui tournait dès les premiers jours de travail pénible, lui apprit à changer le rythme des tâches. Le matin, le linge grossier, l'après-midi, les petits raccommodages, le soir, le tri. C'était une petite pédagogie de survie, sans rapport avec les livres, mais l'ordre des livres lui procurait du temps et du silence. Sa cousine, affaiblie par un long hiver, se mit à demander de l'aide à ses voisines pour obtenir une croûte de pain et un seau d'eau, sans craindre comme auparavant que cette demande ne la fasse passer pour désobéissante. La réputation ne se mesurait plus uniquement à l'aune de l'endurance silencieuse, elle incluait désormais la capacité à utiliser le texte comme un objet d'usage courant, comme un banc contre le mur sur lequel on peut s'appuyer. Plusieurs nouveaux contrats de mariage ont été apportés à la mairie, avec la clause habituelle de non-cessibilité du consentement. L'un d'eux a suscité des chuchotements. Les futurs mariés avaient inscrit une clause prévoyant une garde commune du four la nuit précédant une grosse commande, avec une limite claire et une rémunération pour les apprentis. Quelqu'un a qualifié cela de poésie étrange dans un livre aride, mais les greffiers ont laissé la clause intacte. Il n'y avait pas de piège, il s'agissait d'une tâche clairement formulée. Et plus la tâche devenait claire, plus la frontière entre le devoir et la violence devenait claire. Dans le silence du bureau, cela ressemblait au mouvement régulier d'une aiguille sur une peau douce. Pendant ce temps, la nouvelle se répandit le long des routes commerciales qu'une dispute avait éclaté dans 2 villes du Nord sur la question de savoir s'il était possible d'inclure dans les contrats l'obligation pour l'épouse de maintenir la paix en échange d'une réduction de la dette. Il fut décidé que la paix était une catégorie commune, comme l'air, et ne pouvait donc faire l'objet d'une négociation. Si la paix est rompue, elle est punie par des amendes et des travaux. Si elle est préservée, personne ne bénéficie d'une remise sur la volonté d'autrui. Cette décision semblait utilitaire et peut-être aride, mais son aridité était une vertu. Elle ne laissait aucune place au commerce de ce qui ne peut être négocié. À l'été, la ville était soumise à une autre température juridique. Les pluies chaudes avaient lavé les pavés et une nouvelle feuille avait été accrochée au mur de la mairie, un ensemble de règles succinctes pour les procurations. Il n'y avait pas de titres ronflants, ni de longs paragraphes, quelques lignes sur la propriété, le travail, les dettes, une ligne séparée indiquant que les procurations remplaçant le consentement vivant dans les affaires matrimoniales étaient nulles et non avenues. Il était précisé que le sceau était le signe d'un document enregistré et que l'absence de sceau était un motif de vérification et non de panique. À côté, dans une simple boîte sculptée, se trouvaient des échantillons de sceaux afin que chacun puisse les toucher du doigt et voir la différence. C'était presque naïf, mais c'est ainsi que les formes se renforcent, par la répétition de gestes simples jusqu'à ce que la main trouve d'elle-même le relief nécessaire. La vie dans la maison du tanneur avait imperceptiblement changé le sens du mot « nous ». Auparavant, il désignait une famille qui aimait s'asseoir devant le feu, le dos large. Désormais, il désignait plus souvent 2 adultes capables de calculer une commande, de se mettre d'accord sur les tâches à accomplir, d'apporter de l'eau et de fermer les volets. Ce « nous » n'était pas triomphant, il était fonctionnel. Il n'empêchait pas les disputes et la fatigue, mais il privait les voisins de leur point de vue habituel pour jeter un regard oppressant. Et lorsque des étrangers passaient dans la rue, leurs yeux ne cherchaient plus à déceler le signe d'obéissance
ou son absence. Il cherchait la qualité du tannage et le prix de la ceinture. Le marchandage rendait à la ville cette sobriété dans laquelle le droit respire à plein poumon. Le mythe ne disparaît pas, même si on le prive de pain. Il vit de miettes, dans les coins sombres, dans les récits des soirées pluvieuses. Mais à côté du mythe se trouvait désormais une étagère à portée de main. Et si des chuchotements sur le bon vieux temps commencèrent dans la maison, il y avait toujours quelqu'un pour se diriger vers l'étagère et en sortir la feuille scellée. La feuille restait silencieuse. C'était le plomb sur la ficelle qui parlait à sa place, le compte dans le registre, le chiffre sec de l'amende payée l'hiver dernier, l'absence de nouvelles lignes sur les bruits nocturnes. Autour de ce discours silencieux se construisait une nouvelle habitude, déplacer les tabourets dans la maison pour qu'ils puissent vivre confortablement à deux plutôt que de rester alignés pour impressionner la cour. À la fin de la saison, une brève note a été inscrite dans le registre de la mairie, dans l'affaire de la procuration totale pour les décisions familiales, exécuter, expliquer, répéter. Ces 3 verbes, sans nom ni émotion, suffisaient pour la chronique. Il ne promettait pas qu'il n'y aurait plus de tentatives, il promettait que la ville avait une mémoire. Cette mémoire n'est ni sublime, ni héroïque, mais comptable. Elle se souvient des montants, des dates, des formules, de l'odeur de la cire, du poids des plombs, du rythme des pas sur les pavés le matin. Et quand, un matin d'automne, le brouillard s'est abattu sur le marché et qu'il semblait possible d'y cacher à nouveau la volonté d'autrui, les gens ont trouvé à tâtons la boîte contenant les modèles de sceaux, ont passé leurs doigts sur la ligne qui parlait de l'irréalisabilité du consentement et ont continué leur chemin, certains vers leur boutique, d'autres vers la fosse de tannage, d'autres encore vers le poêle du bain. La ville respirait comme respirent les artisans avant une longue journée, régulièrement, sans promesse impossible, mais avec la certitude que l'outil nécessaire se trouvait là où on l'avait laissé la veille. Au cours de la 3e saison après la décision, la ville s'était finalement habituée à l'idée que les limites étaient visibles non seulement sur les ponts et les fers à cheval forgé, mais aussi dans les mots. Cette idée n'était pas venue en un jour et ne s'inscrivait pas dans une formule festive, elle s'était infiltrée à l'intérieur, comme une imprégnation dans la peau, lentement et inévitablement. Le marché du matin avait un son légèrement différent. Les bonimenteurs criaient toujours, mais leurs cris contenaient moins de noms étrangers et plus de marchandises. À la porte des bains, on avait cessé de chuchoter sur les affaires familiales de ceux qui avaient osé apporter des papiers à la mairie. Lors des réunions du soir, autour des tables des brasseries, le ton suffisant avec lequel on prononçait auparavant les mots « forteresse familiale » avait disparu. Dans ce brouhaha général, seuls 2 sons se distinguaient, le bruit du tampon sur la table et le froissement sec de la page du registre que le greffier tournait. Ces 2 sons étaient devenus ce que les clochettes printanières à la foire étaient autrefois pour les gens, le signe que la vie suivait son cours normal. Cependant, l'ombre de l'ancien mythe planait encore longtemps et elle connaissait des subterfuges. Dans plusieurs maisons, on tenta de faire revivre l'ancien système sous de nouveaux mots. Les documents devinrent plus prudents, comme un animal sentant le piège. On y parlait désormais de régulation raisonnable du travail familial et de priorité à la voie unique dans les circonstances exceptionnelles. Le texte ne contenait nulle part l'exigence brutale d'un consentement infini, mais le sens transparaissait à chaque ligne comme des taches sur une peau usée. Les notaires et les juges de paix cessèrent d'accepter de telles formulations. Ils demandaient de présenter des listes de circonstances exceptionnelles, des preuves de l'impossibilité d'une décision commune, une attestation du médecin certifiant que l'état des parties leur permettait de comprendre la signification du document. Sous le poids de ces exigences, les feuilles se décomposaient d'elles-mêmes. Ceux qui voulaient être rapaces n'aimaient pas parler concrètement. Ceux qui avaient l'habitude de faire pression ne savaient pas présenter de preuves. Les registres municipaux
semblait avoir appris un nouveau réflexe, tirer le document vers la concrétisation jusqu'à ce que les fantômes en disparaissent. Le pouvoir politique n'intervenait pas ouvertement, mais son souffle se faisait sentir, comme le froid des murs de pierre de la forteresse. Le souverain, que les lettres appelaient Sigismond, était toujours sur le trône, et sa chancellerie envoyait des recueils d'interprétation avec un accent modéré mais ferme sur les limites de la capacité d'agir. Ces recueils étaient réécrits de temps à autre, et chaque nouveau copiste y mettait moins de vermillon respectueux et plus d'écriture claire. Le droit semblait perdre son luxe et acquérir un caractère artisanal. Lorsque le messager suivant apporta des ajouts avec des annotations sur la conformité des normes municipales à la charte impériale, les greffiers notèrent brièvement. Le consentement concerne les choses de l'esprit et du corps. Par conséquent, il ne peut être aliéné. Les tentatives de substitution seront punies comme un abus de forme. Cette phrase ne sonnait pas comme un coup de tonnerre. Elle ressemblait plutôt à un clou en fer enfoncé dans le mur, sur lequel on accroche ensuite les objets habituels. L'économie a également changé de cap. L'usurière qui a rendu les cuillères mises en gage n'a pas subi de perte. La réputation de son magasin s'est renforcée et les clients y sont venus plus souvent, non pas parce qu'elle était plus indulgente, mais parce qu'elle était plus compréhensive. Les marchands qui transportaient du tissu et du sel ont convenu tacitement de ne pas accepter en gage les objets figurant dans les inventaires matrimoniaux sans la présence personnelle de la propriétaire. Les blanchisseuses, se moquant de ces grands mots, ont décidé de leur côté. Si le mari apportait le travail et essayait de parler au nom de la décision commune, elle lui demandait de s'asseoir et d'attendre la maîtresse de maison. Le conflit se dissipait presque toujours après cette demande, comme l'odeur âcre du vinaigre se dissipe lorsqu'on ouvre la fenêtre. Le plus difficile était chez les tanneurs et les forgerons, là où il y avait du bruit et de la chaleur. Mais là aussi, un simple détail, le sceau sur le cordon menant au registre, faisait plus que de longues leçons de morale. Le signe visible de l'enregistrement rassure même ceux qui ont l'habitude de parler fort. Les notes médicales sont devenues plus précises. Le médecin a commencé à noter dans son carnet 2 types de fatigue, celle due au travail pénible et celle due à la pression. Il n'a pas inventé la science, il a simplement fait la distinction entre la chaleur du fourneau et la langue d'un parent qui répète chaque soir les mêmes vieilles paroles. Les sages-femmes ont remarqué que chez les femmes, après avoir réglé leurs problèmes de procuration, les tremblements nocturnes et la lourdeur avant l'aube, lorsqu'il faut aller à la cuve à lessive comme à une épreuve, revenaient rarement, mais de temps en temps, des papiers avec une écriture déformée étaient quand même apportés à la mairie, et ils comportaient presque toujours un détail. La signature n'était pas apposée au bureau, mais à la maison, où les hommes de la famille étaient présents. Le bureau a introduit une simple clause: les documents familiaux signés en dehors du bureau doivent être confirmés à nouveau sans témoin de la famille. Cette astuce toute simple a permis d'éviter de nombreux miracles domestiques. L'inspiration et l'expiration lors de la signature sont devenues plus régulières dans la salle de la mairie que dans l'ombre de la cuisine. L'ancienne guilde des bains publics, qui se considérait comme la gardienne du monde physique, est devenue de manière inattendue l'allié du papier. Une clause a été ajoutée à leur charte, stipulant que les transactions entre époux concernant les paiements courants ne portent en aucun cas atteinte à la volonté personnelle, et que les cas de pression domestique seront consignés dans un registre des visites avec le droit de les signaler au bureau. Le journal semblait ridicule jusqu'à la première vérification. Lorsque le responsable a comparé les dates des bruits nocturnes dans le quartier avec les nuits où le bain accueillait des femmes, il s'est avéré qu'après de violentes disputes, les femmes venaient le plus souvent et restaient plus longtemps. Ces statistiques indirectes sont devenues le 4e pilier, à côté des formulaires matrimoniaux, des statuts et des carnets médicaux.
le document était étayé, non pas par des discours moralisateurs, mais par la poussière des faits. Le clerc indépendant, qui avait survécu à une amende et à une formation chez un autre notaire, semblait être devenu une autre personne. Il a commencé à gagner sa vie en rédigeant des inventaires, avec soin, de manière ordonnée et avec des références exactes. Il ne produisait plus de feuilles, remplaçant le consentement. Un jour, il apporta lui-même au bureau un document étrange qu'on avait essayé de lui commander. La feuille était munie d'un sceau de cire, les lettres étaient belles et régulières, et les mots étaient les mêmes, ceux d'une procuration complète, en cas de circonstances exceptionnelles, mais réécrits de manière plus fluide. Le greffier refusa, mais la feuille fut conservée comme modèle pour être affichée sur la porte de la mairie. C'était une erreur invisible pour la foule. Là où il avait tenté de prendre vie par une main étrangère, la main était fatiguée par le tremblement. Dans une ville où l'homme se nourrit de la forme le nourrit en retour si elle ne représente pas une menace. La sœur de la maîtresse de maison poursuivait son ascension tranquille. Le soir, elle effectuait un travail simple mais pénible chez les blanchisseuses, et pendant la journée, elle aidait le tisserand à faire des nœuds. Un jour, elle apporta à la mairie une note soigneusement pliée. Elle demandait de certifier un petit accord entre voisines concernant l'aide mutuelle à tour de rôle avec les enfants, le seuil et l'eau. L'accord contenait 2 mots que personne n'avait jamais exigés auparavant dans ce genre de document. Sans contrainte. Ces mots s'inscrivirent dans le parchemin comme un couteau dans du fromage. Le conseiller municipal qui lut le document ne sourit pas, mais posa la lettre au sommet de la pile, comme pour marquer une nouvelle norme. Car si quelque chose est écrit là où il n'y a pas de controverse, cela commence progressivement à éclairer les points controversés. La famille du mari avait définitivement perdu sa voix forte, mais elle essayait de tenir bon. Lors des funérailles de l'aîné, on organisa le rituel théâtral requis. Les hommes étaient assis en rang serré sur des bancs, tandis que les femmes se tenaient debout près des portes, telles des ombres. Une rumeur s'est répandue dans la ville, selon laquelle, après la décision du magistrat, une famille de la rue voisine s'était séparée. Mais à la foire suivante, la rumeur s'était évanouie, car cette famille séparée était assise sur un banc et discutait du prix du sel, ce qui constituait en soi la meilleure réfutation. Rien ne détruit mieux une légende nuisible que le quotidien visible de ceux auxquels elle fait référence. Un nouveau point est apparu dans le livre des amendes, celui concernant la propagation de fausses rumeurs nuisibles à la paix commune. Il a été appliqué à 2 reprises et le calme est revenu. Au printemps, un messager est arrivé à la mairie avec une lettre provenant d'un district éloigné. Là-bas, on avait discrètement mis en circulation des documents contenant la formule alambiquée de discipline raisonnable de l'épouse. Le tribunal du district a essayé de les tolérer, mais après une série de scandales, il s'est tourné vers notre magistrat pour obtenir un avis d'expert. Les magistrats ont répondu sans arrogance, point par point. Ils ont souligné le danger de cette formule en cas de dette, rappelé la pratique locale des sceaux et des registres, insisté sur le fait que toute mention du transfert du droit au consentement vivant était insignifiante au sens du statut et joint des extraits de revues médicales et de règlements de bain comme preuve indirecte du préjudice. Ce fut une expansion très discrète, sous la forme appropriée, sans trompette victorieuse ni bannière, à travers des lettres qui relient les villes aussi bien que les routes. Les lettres font référence, indiquent, sont copiées, et cette copie lente forme un champ commun dans lequel le mauvais tournant perd de son élan. À la mairie même, le ton de la conversation n'est pas devenu plus doux, mais plus obstiné. Lors de la réunion suivante, les conseillers municipaux ont discuté des autres mots à surveiller. Ils ont décidé que toutes les reformulations telles que « la paix dans la maison à tout prix »,« l'unanimité des devoirs » ou « dans le sacrifice pour la famille »
serait là placé sur la table à côté des formules déjà interdites, afin que les greffiers aient un index prêt à l'emploi. Le chef du bureau a placé dans un coin une lourde boîte où étaient rangées toutes ces feuilles astucieuses et l'a baptisée sans romantisme « Fond des erreurs ». Les gens venaient là voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils voyaient des manuscrits soignés, avec de belles fins de lettres, et peu à peu, une idée simple se formait dans leur esprit. Les belles paroles ne rendent pas le mal acceptable, tout comme la cire fraîche ne rend pas un seau vide significatif. Pendant ce temps, la maison du tanneur devint un lieu où une nouvelle habitude s'ancrait dans la chair. La maîtresse de maison et son mari, qui n'avaient jamais aimé le papier, l'acceptèrent comme un rempart, comme on accepte une clôture en pierre autour d'un séchoir. Ils continuaient à se disputer, à se répartir le travail, à se tromper dans les délais, à se quereller avec leurs apprentis, mais chaque fois que la dispute atteignait le point où les menaces commençaient par le mot « devoir », l'un d'eux se souvenait de la plaque sur le mur de la mairie. Cela ne faisait pas d'eux des saints, mais des citoyens. Dans des villes comme la nôtre, la sainteté n'est pas en vogue. Ce qui est en vogue, c'est le métier, la mesure, l'ordre et le respect d'une chose aussi charnelle que la fatigue. La mémoire de la ville se transformait en un ordre stable. À l'école près de la cathédrale, pendant les cours d'alphabétisation, les garçons et les filles recopiaient des modèles de formulaires et parmi eux, il y en avait un nouveau, court, sec, qui se terminait par les mots « Le consentement est une action, pas une chose ». Le professeur expliquait clairement « On ne peut pas mettre une action dans un coffre, comme une cuillère, et la donner à quelqu'un d'autre. Elle se produit et disparaît, et la prochaine fois, elle doit se reproduire. » Ces enfants ne connaissaient pas encore le poids des disputes conjugales, mais ils connaissaient le poids d'un seau d'eau et savaient que l'eau ne reste pas éternellement dans le seau après un accord ponctuel avec le puits. Quand une telle image s'imprime dans la main, il y a moins de cris dans la nuit quelque part dans le futur. Les derniers irréductibles ont tenté de transposer la dispute dans les sermons. À plusieurs reprises, des allusions à l'ordre dans les foyers et au devoir des époux ont été faites depuis la chaire. Le chantre de la paroisse ne les a pas soutenus. Il a rappelé avec tact que l'enseignement n'est pas la traduction de l'action en choses et a présenté à l'examen les lignes mêmes des recueils canoniques où la réciprocité est comme cette règle graduée contre le mur. Les sermons ont recommencé à parler du péché d'avarice, de l'orgueil, de la paresse, des orphelins oubliés, bref, de tout ce dont l'Église sait s'occuper. Et quand il était question de mariage, le chantre gardait le rythme à chaque fois. C'était le fil qui maintenait tout le tissu de la nouvelle coutume. Au-delà des murs de la ville, sur les routes, ce tissu se faisait également sentir. Les voyageurs racontaient que dans certains endroits des districts, on cherchait encore des astuces verbales pour réprimer la volonté sous le couvert de l'habitude et que sur les foires, on pouvait trouver des papiers similaires à ceux qui étaient interdits chez nous. Mais désormais, nos marchands et nos artisans avaient une assurance légère et sereine dans leurs réponses. Ils montraient le sceau, parlaient du registre, citaient le nom du notaire, mentionnaient la lettre du bureau du gouverneur avec son interprétation, et la conversation s'évanouissait comme un sac de farine à partir d'un petit trou. Les marchandises continuaient leur chemin. La poussière de la route se déposait sur les objets solides et non sur les objets glissants. Un tel ordre est vulnérable à l'oubli. Si l'on cesse de toucher à l'étagère avec les échantillons, si l'on enlève les feuilles du mur de la mairie, si l'on cesse d'apprendre aux enfants à compter non seulement les haricots et les shillings, mais aussi les pas des mots. Les marchands le comprenaient. C'est pourquoi, chaque saison, en même temps que l'inventaire des tonneaux et des mesures, ils faisaient l'inventaire des formules. Ils vérifiaient s'il y avait sur la porte une feuille indiquant l'inviolabilité du consentement, si elle était lisible, si elle n'avait pas été effacée par la pluie ou par les doigts qui la montraient. Si la feuille était ternie,
Ils en accrochaient une nouvelle. Cela ne ressemblait pas à un geste grandiose, mais plutôt à l'habitude d'un bon artisan. Regarde où l'outil a perdu de son tranchant, répare-le, n'attends pas qu'il se casse. Il y a longtemps, à la périphérie de notre ville, on installait des bornes en pierre pour que les voisins ne dépassent pas les limites de leur terrain. Ces bornes se dressent encore aujourd'hui sur des collines ensoleillées, recouvertes de lichen, et les apiculteurs les touchent de la main, comme s'il s'agissait d'icônes. Le papier affiché à la mairie, le sceau sur la corde, l'inscription dans le registre, le cahier du médecin, la colonne dans le livre des amendes, ce sont les mêmes bornes, mais dans le domaine artisanal de la vie. Elles ne protègent pas l'offense de l'un, ni l'arrogance de l'autre, mais la capacité commune de la ville à travailler, respirer, commercer et dormir la nuit. Et si un jour, une autre main tente à nouveau d'écrire une belle formule sur la transmission de la volonté d'autrui pour la paix dans la maison, cette main se heurtera à la pierre froide du texte. La pierre ne discute pas. Elle se contente de rester là, et quiconque la frappe apprend que la ville n'a pas seulement des oreilles et une langue, mais aussi des os. À la fin de l'été, la maison du tanneur sentait les courroies fraîches et la faible odeur de pain des nouveaux planchers près des séchoirs. La maîtresse de maison se rendait au marché avec son panier et s'arrêtait à la mairie, non pas pour prier ou supplier, mais par habitude, pour jeter un coup d'œil à la feuille où quelques lignes indiquaient l'emplacement de sa maison. Son mari s'attardait devant la porte du bain où, sur une planche tachée de vapeur, s'étalaient des lettres régulières indiquant les heures d'ouverture pour les femmes et les hommes et les amendes en cas d'intrusion. Les apprentis riaient dans l'ombre, se disputaient à voix basse, faisaient semblant que ces grands mots ne les concernaient pas. Mais chacun d'entre eux avait déjà compris une chose simple: si quelqu'un ramenait à la maison un papier qui n'avait pas sa place dans le registre, il ne deviendrait pas plus lourd à cause du cachet. Et c'est peut-être grâce à ces connaissances imperceptibles que la ville traverse ses moments les plus difficiles. La conclusion de cette histoire ne ressemble pas au son d'une cloche ou au tonnerre d'une trompette victorieuse. Elle ressemble plutôt au pas régulier des gens sur les pavés en début de soirée, lorsque les premières lampes s'allument à la mairie et que les feuilles blanches redeviennent visibles comme des pierres de guet. La sœur de la maîtresse de maison porte de l'eau. La cousine passe à la boutique du pharmacien pour acheter du savon. L'usurière compte ses kopecks et claque des doigts. Le greffier feuillette les fonds des erreurs pour fermer la boîte à clés à la fin de la journée. Les marchands vérifient à nouveau leur liste, et chacun de ces gestes simples exprime le même sens que celui qui a été écrit à l'encre noire il y a plusieurs mois. Le consentement est une action, la ville est une mesure, le mythe est de la poussière, le document est une pierre. La pierre ne sauve pas de tous les malheurs, mais elle empêche de sombrer dans le bourbier où les mots se transforment en fouet. Et tant que l'on entend le bruissement des pages et le cliquetis des plombs sur la place, cela signifie que les gens ont de quoi caler leurs portes de l'intérieur, afin que la paix dans leur maison ne soit pas achetée par la volonté d'autrui, mais se compose de travail, de repos et du droit de dire oui uniquement lorsque ce oui vit dans la langue de celui à qui il appartient.